Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club. Ça y est, elle est de retour et ça commence par un véritable coup de tonnerre. La Ligue des Champions, les huitièmes de finale aller et cette très lourde défaite de l'un des favoris du tournoi, 4-0 à Paris sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. 1-0 pour le Benfica et Lisbonne dans l'autre rencontre face au Borussia Dortmund. Le sommaire du club, c'est parti. Ils ont ce rendez-vous en tête depuis le début de la saison. Les grosses écuries européennes, du Barça au Bayern de Munich, en passant par le Real, l'Atlético, la Juve, plongent dans les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, où une élimination serait synonyme de saison ratée. Le Real de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, tenant du titre, largement favori face à Naples, un peu en retard en Serie A et qui n'a jamais brillé dans la compétition reine, avec en guise de meilleur parcours un huitième de finale il y a 4 ans. Malgré sa première place en poule, Arsenal a hérité d'un tirage très difficile. Le Bayern de Munich, 5 Ligues des Champions et une domination totale sur le football allemand depuis 4 saisons et demie. À l'image de leur milieu de terrain allemand Mesut Özil, les Gunners sont un peu à court de forme en 2017, plutôt inquiétant au moment de défier Robert Lewandowski et les siens. Et pour m'accompagner ce soir dans la Dream Team, la Dream Team du club réunie avec à ma droite, Julie Rosselin. Bonsoir Julie. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. À ma gauche, Amine Rahmouni. Bonsoir Amine. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Reda El Hadi, bonsoir. Salut. Salut. Et félicitations à Julie qui est rayonnante. Je ne pensais pas vivre ce moment-là sur ce plateau, puisque c'était pour ça que j'avais accepté de venir avec vous dès le début de la saison et je pensais que ça arriverait d'ici 10 ans, 8-10 ans. Mais il faut quand même faire plaisir au chef et avoir toute la compassion pour lui parce qu'il est bien triste ce soir aussi, il faudra le rappeler. Il n'a pas l'air en forme. C'est le football et vraiment l'équipe du Paris Saint-Germain a créé une véritable sensation. 4-0, c'est sûr, mais 4-0 mérité pour le Paris Saint-Germain, Julie. Oui, complètement mérité. On en parlait hier à la radio et je disais que tout se jouerait effectivement sur l'intensité, sur la force collective, sur aussi l'efficacité devant le but. Au début, sur la première occasion de Cavani, je me suis dit que sur l'efficacité, on n'allait peut-être pas être bon. Finalement, si, je crois que le Paris Saint-Germain a vraiment réussi à faire totalement déjouer le FC Barcelone dans un très beau match. Une victoire méritée puisque les Parisiens, les hommes d'Unai Emery, ont véritablement dominé le Barça, mais dans tous les compartiments du jeu. Vraiment, est-ce que le PSG était trop fort pour le Barça ou est-ce que c'est le Barça qui était aujourd'hui dans un jour sans, Amine? Un peu des deux, hein. Je pense qu'il y a des matchs un peu comme ça, non analysables, ou du moins pas besoin de pousser beaucoup plus la réflexion. Ça a été un festival, ils ont été impériaux. Je trouve que ces Parisiens, à tous les niveaux, tactiquement, très bien en place. Le Barça n'a jamais pu aligner 2 passes décisives. Physiquement, c'était monstrueux. Même techniquement, quand tu as des Meunier qui te fait un double contact au départ d'un but sur Neymar et qui traverse 50 mètres tout seul, sans que personne lui court après, c'était parfait aussi. Donc voilà, ils étaient à la fois très forts et le Barça n'était un peu moins glorieux que d'habitude et moins fringant. Est-ce qu'ils étaient moins glorieux ou est-ce que le Paris Saint-Germain les a rendus moins glorieux? Moi, c'est toujours la question que je me pose, de savoir à quel point est-ce que l'équipe fait déjouer, à quel point, effectivement, tu arrives en sous-forme. Après, moi, j'ai trouvé que oui, c'était bon techniquement, oui, c'était bon physiquement, mais toujours, enfin, on en parlait pendant le match, moi, j'ai quand même toujours trouvé que c'était le Paris Saint-Germain qu'on voit depuis le début de saison, toujours un peu déséquilibré, toujours un peu... Oh là, non, si, ça toujours c'est un parce peu que quand tu es là. supporter d'une équipe, tu Non, deviens dur avec cette équipe et tu zoomes sur les erreurs qui surgissent au milieu d'un jeu même abouti. Tu vas toujours, hein, mais même les supporters, allemands surveillent les erreurs techniques de leurs joueurs. Je peux te dire avec le sang-froid, le recul, c'est une performance aboutie, que ce milieu de terrain, que Draxler a fait un grand match, que le pressing de Rabiot au milieu de terrain était extraordinaire, que Verratti, c'est une grosse perte parce qu'il a été monumental, et que devant Di Maria, pour moi, a fait le meilleur match que je l'ai vu faire sous le maillot parisien. Et que le tout a très bien fonctionné. En même temps, c'est vrai qu'en face, je suis d'accord, ce schéma-là, ils ont étouffé les Barcelonais, mais en même temps, qu'avoir étouffé les Barcelonais,
il y a des faillites individuelles qui sont celles en particulier de Messi et Neymar, enfin le fameux trio d'attaque. C'est des faillites individuelles qui sont également de la responsabilité de ces joueurs-là. Voilà, c'est. Mais c'est aussi une faillite collective, Oui, bien sûr, parce que plus quand on individuel, voit les deux. Quand je dis le plus, niveau c'est pas plus par rapport, de c'est la les deux, défense ouais. et les boulevards qu'ont laissé les joueurs du Barça au milieu de terrain et derrière, et le Paris Saint-Germain a même failli marquer beaucoup plus de buts sur son première période. Jalel, ce qui pour moi est surprenant, c'est pas bon, déjà tout est surprenant. On va être un peu humble. On ne s'attendait pas à ce que le PSG élimine le Barça. On ne s'attendait pas à ce que le PSG. C'est pas fait encore. C'est fait. Qu'est-ce que tu avais pronostiqué, Reda? Qu'est-ce que tu avais Moi, j'avais dit pronostiqué 4-0. Pour Mais pour le PSG. Donc tu t'y attendais? Non, c'était pour te faire plaisir. Je ne pensais pas que ça allait marcher. Sinon, je les aurais. Tout simplement. C'était pour te faire plaisir. Non, c'est vrai. On ne s'attendait pas à ce qu'ils les éliminent. On ne s'attendait pas à ce qu'ils les éliminent sur un match. C'est quasiment le C'est cas. sûr. On ne s'attendait pas à ce qu'ils les éliminent sur un match en les éteignant complètement, parce qu'il n'y a pas eu d'occasion en fait. Le Barça n'a pas eu d'occasion. Si, une Si, frappe, à la fin. une tête d'une petite Sur les poteaux, ouais. Et c'est là où la véritable question est. C'est l'incapacité de réagir. Voilà. C'est que dès qu'ils ont eu la tête sous l'eau en première mi-temps, ils n'ont jamais retrouvé les ressources, le caractère pour sortir la tête de l'eau. C'est ça pour moi, c'est ça ce qui est inquiétant. Un match sans ça passe. La façon qu'ils ont eu d'accepter la domination parisienne, elle est pour moi, encore une fois, plus neutre que toi, plus inquiétante que le simple score ou l'élimination. Voilà. Ça peut faire mal pour la suite, ce que je veux dire. Voilà. Y compris en coupe et en championnat. On peut aussi se dire que quand on voit ce match-là, le Barça n'a pas l'habitude de se faire marcher dessus. Oui. Ils n'ont pas l'habitude, ils ont l'habitude de dominer leur match, d'avoir une mainmise totale sur de l'équipe. se faire marcher dessus, Amine, peut-être techniquement. C'était ça, c'est ça, parce que c'est ça, parce ils qu'au niveau ont de l'habitude de l'intensité, se faire marcher c'est dessus, ce qu'on disait mais pendant- avec l'impact physique. Atlético, Là, Atlético, comme mais c'est ce que j'avais dit l'Atlético, le Chelsea de José Mourinho. Sur ce match-là, j'ai l'impression que le Barça a eu en face d'elle un Atlético technique, ce qui est assez rare. Et En fait, le Barça a eu aujourd'hui meilleur que lui, mais vraiment meilleur, techniquement et meilleur. puis ce qui est étonnant, même tactiquement, c'est qu'on a vu quand même Iniesta jouer 45 mètres, voire 50 mètres plus bas que sa position initiale. C'est-à-dire qu'il jouait Les ballons juste remontaient pas. à 2 Les ballons mètres devant Piqué et Umtiti. Donc c'était ça. Enfin, on peut honnêtement dire que c'est certainement le match le plus abouti de Unai Emery, parce qu'à un certain moment, il faudra poser aussi le cas de l'entraîneur, On qui en a été parlera. beaucoup critiqué depuis le début de la saison. ouais. Bien sûr. Donc c'est certainement un aboutissement total pour ces Qataris aujourd'hui qui voulaient absolument avoir une même mise sur l'Europe. Ça peut être un match fondateur pour cette équipe du Paris aujourd'hui, si elle garde effectivement cette intensité sur les matchs à venir. Mais surtout pour Unai Emery, effectivement, qui a réussi à mettre tous ses joueurs au diapason, parce qu'on va quand même rappeler que c'est les mêmes depuis le début de la saison. Mais c'est la première fois qu'ils jouent comme ça. Bah, c'est les mêmes depuis le début de la saison, non, puisqu'il y a Draxler qui a Bah, il a rejoint. il est arrivé à l'intersaison, mais bon, c'est les mêmes. Après, de Draxler, joueurs c'est qui les sont mêmes. en train de retrouver la forme. Le cas C'est surtout c'est les mêmes de Di qui, Maria. pour une fois, se sont mis au rythme des grandes écuries européennes et sont donc en forme maintenant. Ce qui n'avait jamais été le cas, puisque tous les gros matchs de Ligue des Champions précédents du Paris Saint-Germain, il te manquait systématiquement un pion essentiel. Et là, il faut dire que même pour les joueurs, Julie, l'affiche elle est alléchante, elle est excitante. Ils sont là, ils vont donner tout pour un match pareil. Est-ce qu'on peut donc, comme Mais ça a toujours été le cas. Le Paris Saint-Germain a toujours eu deux niveaux, un de Ligue 1 et un de Ligue des Champions. Est-ce que c'est le match référence du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de QSI et des Qataris aux commandes du club parisien? C'est-à-dire, je pense que c'est le match d'un nouveau palier. C'est-à-dire que tu as eu un premier palier, par exemple le match de Chelsea, le de partout retour avec cette tête de Thiago Silva qui donc, je le rappelle, est souvent présent lors des grands rendez-vous, contrairement à ce qu'on entend depuis hier. J'adore Julie, Jalal elle ramène toujours sur le plateau les débats qu'on a dans la voiture entre Tanger et Rabat. Prouve à quel point tu as souvent tort sur les débats aussi, où qu'ils soient. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je sais. Je suis d'accord avec Jalal, déjà c'est le patron. Il vaut mieux être d'accord avec lui. Et deuxièmement, Thiago Silva, on ne lui reproche pas, enfin la planète ne lui reproche pas d'avoir... Vous lui reprochez sa réaction, vous lui reprochez son attitude en sélection au Brésil, chez lui, en Coupe du Monde. Même avec Paris, franchement, c'est un joueur surévalué. Mais c'est pas le sujet, parce qu'il n'était pas là aujourd'hui. Surévalué, c'est pas la question, c'est pas sur surévaluer que je te parle. Il est surévalué, il n'était pas là aujourd'hui et ça a super bien marché pour le Paris Saint-Germain. Deux joueurs essentiels quand même. Les deux Thiago n'étaient pas là et franchement, il faut saluer aussi
la performance du jeune Kimpembe qui a remplacé donc Thiago Silva et qui a fait à 21 ans, qui a fait un excellent match. Quand même, chapeau, premier match de Ligue des Champions. Et le gars, il ouvre les yeux, il a en face Messi, Suarez et Neymar. Et il s'en sort plutôt bien. J'ai le fait que et c'est un euphémisme. Mais le fait qu'il parle de Thiago déjà fait baisser la moyenne d'âge de Paris à 23 ans. Donc je pense aussi ça a dû peut-être aussi jouer, même en termes d'intensité physique, parce qu'ils ont pu tenir 90 minutes bien plus facilement que s'il y avait eu des vues avec eux. Mais au-delà de ça, je pense qu'il va s'ouvrir maintenant. Elle s'est déjà ouverte à mon sens aussi, mais va s'ouvrir aussi un nouveau débat au sujet de la place d'Ibra qu'avait dans cette équipe-là. Parce qu'il y a plus de verticalité maintenant. Avec Ibra, on a toujours pensé que cette équipe de Paris avait du mal à répondre présent dans les grands rendez-vous, parce que Ibra ne répondait pas présent dans les grands rendez-vous. Là, la seule occasion franche qu'a Cavani, même malgré les pieds supposés carrés, ben, il la met. Et c'est beaucoup plus vertical. D'ailleurs, Cavani est tout simplement aujourd'hui, Cavani est tout simplement le meilleur buteur en Europe. Mais à part le coup franc de Di Maria, il part sur 3 contre-attaques sur les buts. Est-ce que ce match, et comme on parle du match référence, est-ce que ce match enterre définitivement l'ère Zlatan Ibrahimovic? Parce que il n'est jamais parti pour beaucoup de supporters et pour beaucoup de spécialistes du football français qui disent que c'était une terrible erreur que de laisser partir Zlatan et que le PSG est aujourd'hui un coup d'arrêt dans sa progression. C'est ce qu'on a reproché à Zlatan souvent. De ne pas être présent dans les grands matchs. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient pour le départ de Zlatan Ibrahimovic l'été dernier. Ça me semblait indispensable pour passer un palier. Comme je le disais, à mon avis, le palier a été passé. Je reparlais du match de Chelsea où, à mon avis, c'était pas une victoire d'ailleurs parce que c'était un match nul, mais en tous les cas une qualification vraiment au mental, alors que là ce soir on a une qualification complète, on va dire. Donc c'est vrai qu'on rentre dans une autre phase. C'est pas encore qualifié. Moi, pour moi, on s'enflamme, on s'emballe. On est dans un match complet. On est dans un match complet. Pardon, ça va me porter la poisse. Mais donc, ça y est maintenant. Je ne sens pas bien. Pas le dire à nous. Nous, on menait sur un match à la mi-temps 3-0. On s'est fait rejoindre 4-3 et on a perdu le match contre le Nigeria. Ouais. Vous vous rappelez bien, voilà. L'équipe entraînée par Hassan Benabicha. Donc, match référence, on est tous d'accord. Est-ce que ce match, Reda, va faire grandir sur le coaching de Benabicha, mais je me suis dit que j'allais gagner un ennemi que je n'aurais pas. Donc oui. Est-ce que ce match va faire grandir le Paris Saint-Germain? Il a déjà grandi aux yeux de tous ceux qui ont regardé le match. C'était l'affiche de la journée. En plus, les quarts de finale, les huitièmes, pardon, ils sont éclatés. Donc, même commercialement, c'est pour ça que Zlatan est important, entre parenthèses. Voilà. Si vous avez des enfants de moins de 10 ans, demandez-leur s'ils connaissent Paris Saint-Germain. Et s'ils le connaissent, c'est souvent à cause de Zlatan et David Luiz. Parce qu'ils avaient quelque chose qui dépassait le simple cadre d'une équipe de Ligue 1 qui n'était pas à l'époque très connue avant leur arrivée. Maintenant, sur ce soir, ils ont gagné médiatiquement, ils ont gagné une qualification parce que je ne sais pas comment ils peuvent y échapper. Et ils ont marqué. Non, il faut arrêter. Bien sûr, tout peut arriver. On ne va pas balancer des banalités comme ça. Mais ils ont, comme le Zlatan était le cache-misère du PSG. C'est-à-dire, c'était le joueur qui rendait les mauvais matchs bons parce qu'il y avait le but qui cachait toute la pauvreté du jeu. Aujourd'hui, le jeu était très fort. J'ai trouvé que cette victoire techniquement était aboutie. C'était, sincèrement, moi j'ai passé une très bonne soirée. Je le dis franchement, j'ai passé une très bonne soirée. J'espère que ça va se reproduire demain avec Naples contre le Real et qu'on va pouvoir enfin avoir un peu de variété dans le foot européen. Naples et le Real Madrid, on va en parler dans la seconde partie du club. Maintenant, la question qui se pose, on a beaucoup parlé du PSG, tout un symbole. Pas suffisamment, à mon avis, mon frère. Mais on va parler aussi, aussi du FC Barcelone. Alors, c'est quoi le problème déjà pour le Barça et quelles conséquences pour le FC Barcelone, cette lourde défaite? Je ne m'en souviens pas s'il y a eu une défaite depuis 10 ans, il me semble. Déjà en huitième, je me rappelle d'une défaite en huitième déjà. Ouais, en huitième de finale face au Paris Saint-Germain. Il y a eu ce 4-0 face au Bayern de Munich, mais contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Est-ce que cette défaite, aussitôt déjà dans la saison, parce que ça risque de compromettre les autres objectifs, et notamment l'objectif Liga, pour le FC Barcelone, Amine? Quelles conséquences? C'est qu'ils vont être éliminés déjà. La première conséquence, c'est qu'ils quitteront la compétition très très tôt. Ils risquent, c'est pas encore fait, mais il y a de grands risques, ça arrive. Et puis, au lendemain, peut-être ça laissera peut-être aux organismes un peu plus de
de l'attitude à se concentrer sur une Liga dans laquelle c'est pas toujours évident en ce moment avec un Real qui marche sur l'eau. Donc peut-être qu'avec un Real qui ira un peu plus loin et qui laissera plus de force en Ligue des Champions, le Barça pourra lui effectivement focaliser son énergie sur cette compétition, la seule qui lui reste d'ailleurs. Ouais. Pour vous, ça y est, c'est fini, le Barça est éliminé. Je rappelle juste que le Barça, gagné par 4, 5, 6, 7, 0, est un exercice auquel les Catalans sont un peu habitués. Quand même. Ça va être l'histoire qu'on va nous vendre pendant 3 semaines, je pense, puisque le retour... Voilà, ça va être l'histoire à laquelle même moi j'ai envie de croire, parce que j'aime bien qu'il y ait du suspense dans les matchs, sans prendre parti. J'aime bien allumer la télé et me dire des choses impossibles sont possibles. C'est pour ça qu'on aime le sport. Mais en même temps, si on est là pour donner c'est ce qui s'est produit ce soir. C'est ce qui s'est produit ce soir. Des choses impossibles qui sont produites. Voilà. Mais elles se sont produites. Donc c'est difficile qu'elles se produisent deux fois. Voilà. Si on est raisonnable, on va se dire qu'il va falloir une force de caractère énorme. Et bon, c'est ce qui m'a inquiété. Je le répète encore une fois. Les jours sans ça arrive. Des équipes qui se font surclasser par un plan de jeu, ou c'est comme les ellipses. Parfois, tu as tous les astres qui sont en ligne, ça n'arrive pas tout le temps, mais tout marche bien. Le contre, il est bien, le plan de jeu, il est bien, les joueurs, ils sont euphoriques, le contre qui sort, il ne sort pas, voilà. Par contre, le poteau rentrant, il est sortant, enfin, etc. Par contre, sincèrement, ce qui est vraiment inquiétant, je trouve, moi, et ce qui peut faire beaucoup de mal, c'est l'état d'esprit, la résignation, l'absence de réaction qu'il y a eu. Et surtout, je parle des leaders, qui sont les leaders techniques, en particulier en attaque. Le leader un peu historique qui est Iniesta, les stars de devant, on ne les a pas vus. Voilà. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu ne les verras pas au retour. Non, mais bien sûr. Mais il aurait quand même été très important de marquer un but. Parce que l'histoire qu'on va nous raconter pendant 15 jours avec un 4-1, elle est très différente du 4-0. Ça a changé la donne, complètement. Voilà, tout. C'est même plus facile de marquer aujourd'hui et d'avoir 3 buts à remonter avec un à l'extérieur que d'aller se cogner 4 buts sans en encaisser et de n'avoir que les pénaux si tu y arrives. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Maintenant, je sais que tu es dans une optique de supporter, tu ne veux pas dire. Vous êtes qualifié. C'est pas ça. C'est que dans l'autre sens, le Paris Saint-Germain n'est pas une équipe qui, depuis. Alors, c'est difficile à dire après le match de ce soir, mais ce n'est pas une équipe qui, psychologiquement et mentalement, est très forte depuis le début de saison. Pas du tout. C'est plutôt une équipe qui a tendance à douter, qui est en année de. Voilà, en année un peu de flottement. C'est une équipe qui s'ennuie en championnat. C'est-à-dire que si le FC Barcelone met 2 buts en 15 minutes, tu n'auras pas du tout l'équipe du Paris Saint-Germain que tu as vu ce soir. Écoute, j'attends de voir ça. Mais sincèrement, ce que j'ai vu ce soir m'a tellement surpris par rapport à ce que je vois en championnat, où je les soupçonne de s'ennuyer d'ailleurs. Pas cette année, parce que cette année, franchement, ça va être très compliqué pour eux. Quand je dis s'ennuyer, ça ne veut pas dire se promener et être au-dessus des autres et gagner. Quand je dis s'ennuyer, c'est que le challenge... tu es rassasié. Ils sont rassasiés. Voilà, tu n'as pas envie de te dépouiller pour ce titre que tu enfiles tous les ans depuis, où tu gagnes tous les titres nationaux. On sait très bien qu'ils ne vont pas être jugés là-dessus. On sait très bien ils sont à 4 ou 5 4 plus des coupes de la Ligue et des coupes de France par paquet. Ils les ont toutes gagnées, je pense, de tête. Voilà. Donc une de plus ou une de moins, ils sont prêts à poser tout ça, sacrifier ce championnat pour cette fameuse... conquête mythique qui est celle de la Ligue des Champions, qui aujourd'hui, pour moi, on a vu d'autres joueurs que ceux du championnat. Voilà. Alors, dernier sujet de débat sur ce match Paris Saint-Germain FC Barcelone. On a peu parlé du FC Barcelone. Quand même. On va parler maintenant d'Unai Emery. Alors, est-ce que cette victoire, c'est même pas une victoire, c'est cet exploit va enfin installer notre ami Unai Emery? C'est déjà une revanche personnelle sur les 23 matchs qu'il a disputés contre le Barça. Il n'en a gagné qu'un seul. Là, il en a gagné 2. 16 défaites sur 23 matchs, 6 matchs nuls pour Unai Emery. Est-ce que ce succès va, ça y est, l'installer et qu'on va arrêter de douter de lui? Parce que jusqu'au coup d'envoi de ce match, franchement, et on suit tous ici les médias et nos confrères journalistes français, Unai Emery, ils n'y croient pas trop. Pas encore. Est-ce que ce soir, c'est mais alors, en revanche, moi, je pense que Unai Emery, il est installé par sa direction, il est en confiance par sa direction depuis le début de saison et vraiment sans arrêt, sans que ça se soit arrêté dans les moments les plus difficiles. Donc, médiatiquement, oui, certainement, puisque...
Quand je Il dis n'y a pas grand-chose à médiatiquement, dire et après. pas que médiatiquement, parce que quand une direction d'un club commence à confirmer chaque semaine un entraîneur, c'est qu'il y a un problème. Sauf qu'il n'a jamais été lâché par les joueurs, sauf que les Et je joueurs parle ont des toujours joueurs dit aussi. énormément de bien de lui, que la direction a dit du bien également, et que finalement le seul qui a vacillé peut-être depuis le début de la saison, c'est pas Unai Emery, c'est celui qui a un cran au-dessus, c'est Nasser El Khelaifi. C'est le seul qui a vacillé depuis le début de la saison, où on s'est dit peut-être que lui ne fait pas les bons choix. Mais Unai Emery, je ne crois pas qu'il ait été... Unai Emery a été décrié peut-être un petit mois. On a parlé de son remplacement juste avant Non, je pense l'intersaison. qu'il est décrié encore Voilà. aujourd'hui médiatiquement. Mais pour répondre à par la le monde question de Jalal, journalistique. le fait de savoir s'il est installé, moi je pense que ça se verra surtout à l'issue du match retour. Pourquoi? Parce que le très haut niveau, c'est ce qu'ils appellent communément la répétition de l'effort et la répétition de la performance. Ouais. Donc là, effectivement, il frappe un grand coup à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il a fait un match super abouti contre le Barça. Mais après, la vraie difficulté, ça sera de maintenir ses troupes sous une certaine tension pour reproduire le même, et je m'expliquerai pourquoi, au match retour et se qualifier. Parce que là, il a fait une chose extraordinaire, c'est qu'il a quand même réussi à mettre des buts au Barça, essentiellement sur des contres et pas sur des attaques placées. C'est-à-dire qu'au match retour, s'il arrive à faire la même chose et d'en planter un, ce qui sera très possible, parce que le match retour, je pense que la possession sera davantage côté barcelonais normalement, ça pourrait laisser quelques petits boulevards dont pourrait profiter Paris. S'il arrive à maintenir cette équipe de Paris, justement, avec assez de tension pour pouvoir réussir cette performance, il sera installé, je pense, définitivement. Mais là, on va dire que c'est un joli coup, mais ce n'est pas un coup définitif. Si tu veux parler de l'entraîneur, il faut se méfier un petit peu. Tu parlais des médias français, tu as raison. Il faut juste préciser, comme grille de lecture, qu'il y a beaucoup de copinage entre les anciens joueurs. Il y a un grand corporatisme qui a du mal à accepter les entraîneurs étrangers. On l'avait avec Ancelotti, Bielsa et compagnie. Emery, il prend la place de Laurent Blanc, qui a été le capitaine de l'équipe de France, le sélectionneur de l'équipe de France. Donc globalement, les consultants de cette équipe de France 98 peuplent beaucoup les plateaux. Et effectivement, sont souvent très fielleux avec celui qui a pris la place de leur pote. Donc je ne pense pas qu'il faille analyser ce qui se dit sur Emery avec plus d'intérêt que ça. Voilà. Laissons ce débat, parce qu'on est vraiment plus dans de la politique sportive, enfin la politique du copinage, que dans de la vraie analyse sportive, parce que globalement, le bonhomme a du crédit et il va avoir encore plus de crédit demain matin. Non, mais Ce qu'il dit, c'est que ta question, elle est nulle, en fait. Je Non, te traduis des fois. Je dis aux gens que très souvent, il il faut comprendre pourquoi il se fait descendre. Voilà. Il faut comprendre pourquoi il se fait descendre et par qui. il se fait descendre pourquoi? Parce que c'est pas un entraîneur bling-bling. Et qu'à un moment, le Paris Saint-Germain... N'importe quel étranger. Bah, c'est sûr. Laurent Blanc, c'était pas un Mais il se fait descendre, c'était aussi un entraîneur par défaut. C'était un entraîneur par Il défaut. se fait descendre parce que aussi, et ça les chiffres sont têtus, il n'est pas premier avec 10 points d'avance en Ligue 1. Bien sûr. Point. Au-delà de ça, même Paris. Mais Laurent Blanc, il était premier avec 15 points d'avance en Ligue 1 et ça l'a pas... Ça jouait pas super bien, Paris, sous Laurent Blanc. Laurent Reda a très bien dit, il y avait un cache-misère qui était Zlatan. Ça jouait très très mal, on suivait bien, c'était un beau laboratoire ce Paris Saint-Germain quand il s'est créé. Mais voilà, ça pouvait très mal jouer, Zlatan qui venait, il mettait une aile de pigeon à 2,50 m de hauteur et ça faisait but et voilà, on applaudissait. Mais Emery, effectivement, il arrive avec une belle réputation de triple champion d'affilée de Coupe de l'UEFA. Mais à Paris, ben voilà, il y a Monaco qui passe très largement devant, il y a Nice certainement qui passait devant, il ne réussit pas contre les grandes équipes. C'est normal qu'il soit décrié, c'est tout à fait normal. Il y a le corporatisme dont parlait là qui est très juste, effectivement, mais même en termes de chiffres, ils sont têtus. Il ne fait pas un championnat de France époustouflant. Le problème aussi, c'est que l'arrivée de Laurent Blanc est un peu le moment, si tu veux, où les Qataris sentent que leur projet n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu penses qu'avec un gros chèque un gros chiffre sur un gros chèque, tu vas avoir Mourinho, peut-être à l'époque, Guardiola. Voilà, Ancelotti s'est mal passé. Ancelotti a voulu partir parce qu'il a été vexé par le traitement qu'il a été réservé au moment où il traverse une mauvaise période. Du coup, le froid a un peu gagné la corporation très réduite, très petite. Des gros entraîneurs, ils sont très petits. Et ils sont 5 ou 6. Voilà, et se retrouvent. Tu as oublié comment se ça retrouve s'appelle, avec. avant Laurent Blanc, le français qui avait, le Canac. Camboiré Camboiré, Voilà. aussi effectif alors qu'il était premier du Oui, mais là, championnat. c'était la fin, c'était le début du Ouais, projet, mais non. c'était Et Camboiré, après, ils se ça retrouvent à fonctionnait courir pas dans après l'idée. Mourinho, Guardiola, enfin des gens qui clairement, leur expliquent que ils ont d'autres projets. Et là, ils découvrent que le PSG, il a un problème de légitimité sportive. Voilà. Et c'est ce qu'ils sont en train de régler aujourd'hui. Je pense que
ils apprennent les Qataris, mais excusez-moi, par rapport à ce qu'on dit, je trouve qu'ils apprennent vite, plus vite que les Émiratis de City par exemple, beaucoup plus vite. On n'est pas du tout dans la caricature des gens très riches qui font n'importe quoi, et ça travaille bien. L'équipe, elle a une cohérence sportive. Enfin, moi, je suis sincèrement étonné par rapport au cliché qu'on transporte sur les investisseurs qui font n'importe quoi, qui veulent des résultats très vite. Non, ça travaille bien, c'est cohérent, ça avance, et aujourd'hui, ça marque beaucoup de points. Ça a beaucoup travaillé aussi. Ouais, ça marque beaucoup de points. De Leonardo aussi, qui a fait beaucoup pour le club il fallait le choisir. Parisien. C'était le premier vrai bon choix. La bonne idée. La vraie bonne idée. En fait. Sauf que ce chapitre-là, il se referme. Il est quasiment refermé. D'ailleurs, là, à la fin de cette saison-là, ce chapitre Leonardo, il sera complètement Quand fermé. on voit comment Patrick Kluivert, qui l'a remplacé, le directeur des sports, a été tant ces 3-4 derniers mois où il a quand même traité d'incompétent dans les médias français. On n'a pas compris ce qu'il fait, par contre, parce qu'il est directeur du football. Directeur du football, effectivement. Moi, je n'ai toujours pas compris. En vérité, je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Il est censé un peu remplacer dans les faits aussi Leonardo. Je n'ai pas saisi. Et pendant ce temps, mes amis, le Borussia Dortmund s'est incliné par 1-0. On ne va pas trop en parler parce qu'on n'a pas regardé ce match, on est des gens honnêtes. Et par contre, on a vu le formidable penalty tiré raté par Aubameyang. Un penalty manqué par Pierre-Emerick Aubameyang. Restez avec nous, mes amis, on va se retrouver dans un très très court instant pour la seconde partie du club où il sera question des matchs de demain avec le Real Madrid qui reçoit Naples et puis Bayern de Munich face à Arsenal. À tout de suite. Bonsoir les amis et rebonsoir et bienvenue dans cette seconde partie du club après le 4-0 du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Un exploit qui pourrait donner des idées à d'autres clubs. Le cas de Naples par exemple qui se produit sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu face au Real Madrid. Le Real et le Bayern qui reçoivent lors du match aller, pour la bonne et simple raison qu'ils ont fini deuxième de leur groupe, sauf que Naples et surtout Arsenal qui ont fini premier ne pensaient pas ou ne s'attendaient pas à tomber sur des gros ténors comme le Real et le Bayern de Munich. Alors le Real Madrid, leader, tenant du titre, qui reçoit un club comme Naples qui est en difficulté en championnat d'Italie, qui n'a jamais vraiment rien fait en Ligue des Champions. Est-ce que tu sens le parfum de folie qui plane autour de la Coupe d'Europe qui démarre enfin, c'est-à-dire les éliminations directes? Est-ce que vous sentez ce petit suspense, ce fumé, mélange d'angoisse, d'émotion, d'attente et de surprise qui fait que ces soirées sont spéciales? Voilà, ces soirées sont spéciales. Et demain, Naples, elle va poser tout son cœur, ses tripes sur le terrain de Santiago Bernabéu parce qu'elle sait qu'elle a rendez-vous avec l'histoire. Saura-t-elle l'honorer? Je ne sais pas, mais en est-elle capable? L'espérons-nous? La réponse est oui. Mais cette longue tirade, teintée de grand n'importe quoi, aurait-elle été possible sans le 4-0 du PSG contre le Barcelone? C'est le parfum de folie. C'est le parfum de folie et tout est permis. Avec ça, Leicester n'est pas encore rentré en lice. Mais après, rien ne nous interdit de dire des choses très convenues. Pour dire essentiellement que le Real aujourd'hui est sur une très bonne dynamique et qu'elle serait très inspirée de gagner pour une première fois dans l'histoire de cette Champions League nouveau look, une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Donc voilà, et ça passe par une victoire et une qualification face à Naples. Et maintenant, si tu mets pour faire simplement, si tu mets toutes les données actuelles en nos possessions, ça joue davantage en faveur du Real, effectivement, qui marche sur l'eau même en Liga, que par rapport à Naples qui galère un petit peu au calcio. Donc allez, avantage au Real, mais on aurait pu dire avantage aussi au Barça tout à l'heure. Donc je vais me pencher côté Reda et sa phrase magnifique. En tout cas, sentez-vous, très chers amis, ce parfum de folie qui flotte actuellement sur cette Ligue des Champions magnifique qui nous a permis de voir aujourd'hui une équipe historique se faire fesser de cette sorte, de cette manière. Et un vent de folie, ici également sur le plateau. On écoute la réaction avant cette rencontre de Zinedine Zidane. Bien sûr, l'objectif, c'est le titre, mais lui, il rappelle à ses joueurs qu'il faudra jouer match après match, mais l'objectif reste quand même la gagne. On l'écoute. On prend match par match. Toutes les équipes voudraient gagner la Ligue des Champions, mais c'est un long chemin et on est sur ce chemin.
On se sent bien et on récupère tous nos joueurs et ça complique la tâche au moment de choisir qui joue. Mais cela me rend heureux. Y estamos en este camino. Voilà, donc Zinedine Zidane qui retrouve tous ses joueurs. Le retour aussi C'est fatigant ce Robinho de Tiède. Honnêtement, on aurait pu le fermer au bout de la deuxième phrase. Bon. Moi, je rêverais qu'un Zidane un jour... Non, mais très sérieusement. Non, les amis, un carton chacun parce qu'il faut me laisser faire mon travail et finir mes phrases. Voilà, Carton on l'a chacun. rien dit. Voilà. C'est une revanche. Ça, c'est une... Franchement, c'est faible ce que tu fais. Un carton chacun. Faible. Donc, je disais le Real Madrid qui retrouve tout son effectif. Bien sûr, le Real qui a été privé de plusieurs de ses cadres. Et là, on annonce même le retour de Gareth Bale. Il ne jouera pas demain contre Naples. Est-ce que c'est un obstacle insurmontable pour les Napolitains ? Moi, je pense en effet, je suis plus team Amine, que c'est quand même assez compliqué pour Naples demain, même si j'ai vu quelques matchs cette saison. Je ne vais pas mentir, j'ai vraiment pas suivi le parcours de Naples depuis le début de la saison. C'est vrai que c'est un beau jeu sur l'offensif, c'est assez chouette à regarder maintenant. C'est ce qu'on dit depuis plusieurs jours. C'est vrai que ça semble être vraiment le schéma qui plaît au Real et qu'il est pour les Madrilènes très facile à bloquer. Donc, j'ai une tendance à imaginer la surprise plus du côté du Bayern. L'équipe de Naples, comme on l'a dit, qui est en difficulté, de toute façon toutes les autres équipes en Italie sont en difficulté avec une Juve qui domine un peu les débats. Mais Naples, allez, on commence à chercher, à essayer de trouver quelque chose qui va garder un peu d'intérêt pour ce match. Reste sur une folle série de 18 matchs sans défaite à l'extérieur, toutes compétitions confondues. C'est une équipe italienne donc, et qui sait très très bien défendre. Mais moi, je n'ai même pas besoin d'aller chercher des statistiques pareilles. Le match de demain a énormément d'intérêt. Pour moi, il a un vrai suspense. Après ce qu'on a vu aujourd'hui, on parle encore une fois des matchs à élimination directe sur des équipes qui, certes, le Real est nettement devant, mais si aucune équipe n'a jamais réussi à enchaîner 2 Ligues des Champions, c'est bien qu'il y a une raison. C'est que c'est une compétition épuisante. Ouais. Elle impacte beaucoup de choses. D'autant que je pense que ce n'est pas l'objectif du Real cette année. C'est pas l'objectif affiché. C'est pas l'objectif non plus de perdre demain contre Naples. Mais moi, ce match, je l'ai vu. Non, pour moi, cette espèce de folie, cette espèce de folie que peut mettre Naples au retour. Si jamais demain ils arrivent à limiter les dégâts, on peut avoir vraiment un gros festival au retour à São Paulo, parce que il y a quelque chose d'un peu fou dans cette équipe quand elle reçoit à domicile en Ligue des Champions. Ils sont capables de mettre. N'oublions pas, quand ils se font éliminer contre Dortmund, je pense ils sont éliminés sur une erreur d'arbitrage l'année où Dortmund va finir en finale contre le Bayern. En tout cas, Diego Maradona, l'idole du peuple napolitain, sera demain dans les travaux du stade de Santiago Bernabéu pour soutenir son équipe. Ça leur servira à grand-chose. C'est-à-dire Diego Maradona et toi, vous partagez un même défaut, en fait, je veux dire, c'est de porter la poisse à l'équipe pour laquelle tu es là au stade. Moi, je peux te raconter, j'ai déjà vu ce match-là. Pepe Reina, 64 ans. Non, mais très sérieusement, gardien de Naples, qui va faire de son mieux pour mettre un bon bloc, pour diriger un bloc de 5 défenseurs. Gardien catalan de Naples. Hein. Exactement, de 5 défenseurs. Pepe Reina n'a pas 64 ans, c'est juste qu'il a perdu ses cheveux tôt. Tu ne devrais pas fustiger les gens à qui c'est une malédiction sur laquelle. En le disant, je me suis penché un peu à gauche parce que je savais qu'il allait réagir par rapport à ça. Donc pour diriger une défense à 5 avec un formidable Koulibaly. Tu sais que les cheveux peuvent tomber en très peu de temps, Amine. J'imagine bien. Mieux de ne pas faire le malin, franchement. Très bien, je le fais pas. Mais très sérieusement, donc avec un beau bloc défensif. Et après, tu auras juste devant Marek Hamsik et Callejon qui vont batailler les pauvres tout seuls face à Ramos. Ouais. Et ils vont tenir au maximum jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus. Et s'ils arrivent à tenir jusqu'à les dernières minutes du match, ça ferait un bon match nul ou juste une défaite par la plus petite démarche qui leur laissera d'espoir. Mais sinon, très honnêtement, là, on est en train de. Ça sera bien. Donc, voilà, ça sera bien pour le retour. Moi, en tant que spectateur, je voudrais juste avoir du suspense au retour. C'est ça. Avoir du suspense au retour. Mais logiquement, là, on peut dire que ce sera vraiment un combat de David contre Goliath avec une équipe super en forme qui domine son sujet, qui a de l'expérience en Ligue des Champions, contre une équipe moyenne aujourd'hui de Serie A, sans véritable atout offensif, parce que même Higuaín n'est plus là et qui va faire son mieux pour pouvoir prendre de valises au match aller, c'est tout. Voilà, donc Naples qui va essayer de créer la sensation. Et si on parlait de Cristiano Ronaldo, parce qu'il commence à avoir un petit souci
Cristiano Ronaldo, à 32 ans, Cristiano n'est pas en train de réussir sa meilleure saison. C'est peut-être l'une des plus mauvaises qui intervient après, bien entendu, le double sacre en Ligue des Champions, à l'Euro, le Ballon d'Or. Et ce désamour qu'on sent des fois entre Cristiano Ronaldo et le Santiago Bernabéu, il était d'ailleurs sifflé à plusieurs reprises ces derniers temps par les supporters du Real. Moi, je pense que le désamour, Cristiano Ronaldo, il a une personnalité un peu difficile, quoi. Il est voilà, clivante, comme tu dis. Ouais. Quand ça marque, quand ça joue bien, quand il marque des points, il est adulé, mais il est adulé vraiment dans son côté performance. Hein. Sa personnalité est jamais, c'est pas quelqu'un qui déclenche de. Il le dit lui-même, c'est la performance, c'est le respect du champion, c'est l'admiration qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un qui s'est fabriqué lui-même. Tout ça crée effectivement un rapport d'admiration, mais après de l'amour. Je sais pas. Et souvent, il y a des petites crises comme ça entre lui et le public. Ouais. Mais je suis convaincu que, vu son hygiène de vie, le grand champion qu'il est, je suis convaincu qu'il va traverser cette période. Après, je suis presque sûr aussi qu'il devrait y avoir un repositionnement de Ronaldo sur le terrain. Oublier un petit peu de jouer sur le côté. Peut-être se positionner en 9 ou 9,5. C'est ce qu'il est en train de faire, de se positionner en 9,5. Ou son sens du but, son sens du jeu. La vitesse, il n'a plus. Voilà. Le dribble, pas vraiment. Oublier quelques coups de pied arrêtés où vraiment il y a un gros déchet, même s'il est souvent décisif. Ouais. Mais bon, monopoliser un peu tout autour de lui, enlever un petit peu la pression de ses épaules, la répartir sur les autres cadres de l'équipe, et il sera décisif encore des années, je suis convaincu. Mais on est dans un joueur qui a besoin de se réinventer. Voilà. Et ce n'est pas un problème parce qu'il a déjà beaucoup inventé, ce bonhomme. Alors, il n'aura même pas, juste en deux phrases, il n'aura pas besoin de se réinventer plus que ça. Pourquoi? Parce que ce genre de joueur est un joueur qui aime à la fois, et par son statut, se doit de cristalliser toutes les sensations autour de lui, qu'elles soient bonnes, quand il est dans une bonne passe, ou mauvaise quand il traverse une mauvaise passe. Mais qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, quand tu vois les stades de Ronaldo à Madrid, il a de fait marqué l'histoire de ce club. C'est sûr. Donc on va peut-être l'aimer un petit peu moins, mais Ronaldo, on est à la 89e minute, à 0-0, il te met une frappe de n'importe où, et ça fait 1-0, il te qualifie, il va retrouver tout l'amour du public, et ça va aller comme ça dans une relation d'amour-haine. Mais après, il est monstrueux ce mec-là, qu'on le veuille ou pas. Au sortir de sa carrière et même de son passage à Madrid, il restera dans le panthéon de ce club. En tout cas, il y a une très très bonne nouvelle ce soir pour Cristiano Ronaldo, puisque celui qui vise bien sûr le 100e but en Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo. Il en est à 2 buts. Il y a quelqu'un derrière, c'est Lionel Messi, mais Lionel Messi n'a pas marqué ce soir et risque de quitter prématurément la compétition donc, dans cette Ligue des Champions. Bayern de Munich, Arsenal, Carlo Ancelotti contre Arsène Wenger. Bien sûr, le Bayern qui part avec les faveurs des pronostics. C'est un classique, ça. Moi, je suis pas si sûre que ça. Enfin, j'ai pour le coup regardé les matchs du Bayern récemment et je suis très loin d'être impressionnée en fait par l'équipe. Donc c'est vrai qu'après en Ligue des Champions, il y a autre chose, il y a une autre atmosphère, il y a d'autres certitudes, mais ça me semble totalement prenable. Vraiment, de ce qu'on voit en Bundesliga tous les week-ends, ça me semble prenable, ça me semble plus la même équipe, ça me semble, on dirait une fin de parcours. Et ça ne fait pas trembler. De l'autre côté, Arsenal, la vérité, c'est que ça ne fait pas trembler non plus, quoi. Donc, c'est pour moi très ouvert. C'est probablement le match le plus ouvert. On va faire intervenir Laure Tolari ou pas? Tout à l'heure. Ouais. D'accord, parce que je voulais reprendre en fait ce qu'il disait, qu'il dit très très bien. Effectivement, ça fait plus trembler, mais ça fait le job. Ça fait le job. Donc aujourd'hui, je vois mal cette équipe du Bayern, sachant que Ancelotti a été ramené à la place de Guardiola justement pour dépasser un petit peu ce stade des demi-finales, pour essayer de faire mieux que n'a pu faire Guardiola, qui a tout gagné, sauf ces demi-finales de Ligue des Champions. Donc je ne les vois pas aujourd'hui céder face à une équipe d'Arsenal super fébrile. Donc ça reste très très solide quand même le Bayern. C'est peut-être moins flamboyant que sous l'ère Guardiola. Mais bon voilà, quand il faut aller gagner 2-0 entre la 85e et la 90e minute dans des villages reculés ou que ce soit, mais parce qu'il faut faire le job, ils le font. Et c'est des Allemands. Voilà, l'équipe du Bayern de Munich, on va s'y intéresser bien sûr aujourd'hui. Une équipe qui semble aujourd'hui, en tout cas si elle ne le fait pas en Europe, qui est en train de tuer tout intérêt à la Bundesliga. Depuis ce week-end, il n'y a déjà quasiment
plus de suspense dans ce championnat d'Allemagne. 7 points d'avance sur le poursuivant, l'équipe de Leipzig, et surtout l'équipe qui compte 15 points d'avance sur le Borussia Dortmund, l'équipe qui est en train de marcher vers un 5e titre d'affilée en championnat d'Allemagne, quitte à tuer l'intérêt d'une Bundesliga qui cherche pourtant à se vendre à l'étranger. On voit le sujet, on en débat juste après. C'est désormais une habitude quand arrive le mois de février. Les jeux sont faits et le Bayern est quasiment champion. Cette année encore, à 7 points de Leipzig et à 15 points du Borussia Dortmund, les Bavarois n'ont déjà plus de concurrence. Pourtant, cette année, le Bayern Munich n'a jamais vraiment impressionné. Victoires étriquées, matchs nuls. Carlo Ancelotti a du mal à imposer sa marque dans une équipe qui peine à sortir du système Guardiola. Symbole du malaise, l'attaquant vedette Thomas Müller n'a marqué qu'un petit but en championnat cette saison. Suffisant pour le Bayern qui profite des résultats de ses concurrents. Tous ses poursuivants ont perdu le week-end dernier. La Bundesliga est-elle alors en train de perdre son intérêt ? Le championnat allemand cherche à rattraper son retard sur la Première Ligue et la Liga en matière de revenus internationaux. Mais un titre joué d'avance n'est pas un argument de vente très porteur, surtout pour le 4e club le plus riche du monde qui se paye le luxe d'anéantir la concurrence en lui rachetant ses meilleurs joueurs et en fait fuir d'autres vers des terrains plus compétitifs. Modèle économique pour les grands clubs, le Bayern Munich risque donc de tuer la poule aux œufs d'or. Une Bundesliga sans suspense, sauf peut-être sur le nom du club qui finira 2e. Voilà, donc seul suspense, le club qui arrivera 2e en Bundesliga. Et avec nous au téléphone pour en parler, notre consultant pour le football allemand, David Lortalari, une équipe du Bayern qui domine, on le voit outrageusement, la Bundesliga. Même si on en parlait à l'instant, cette équipe du Bayern ne semble pas aussi forte que sous Pep Guardiola, David. J'ai du mal à vous livrer une analyse vraiment claire de l'état de forme mental et physique du Bayern, qui est un peu curieux en ce moment. Ancelotti a pris la succession de Pep Guardiola. Guardiola proposait un jeu avec énormément de passes, beaucoup de possession de balles, digne de ce qu'on avait connu avec le Barça. On faisait des comparatifs avec le Barça, ça marchait bien, ça gagne le championnat chaque année avec Guardiola, donc 3 de suite, et ça vient échouer, entre guillemets échouer, 3 fois de suite en demi-finale de Ligue des Champions. Guardiola s'en va et le Bayern, me semble-t-il, est en train aujourd'hui de retrouver une part de son identité, une part de son ADN, une part de ce qui fait sa force depuis des décennies, c'est-à-dire gagner parfois de façon un peu ric-rac, un peu pas forcément très enthousiasmante, très très belle. Et en ce moment, figurez-vous qu'en Bavière, on est quasiment euphorique parce que on a retrouvé ce chemin-là, c'est-à-dire des victoires 2-1, 1-0, des victoires dans les dernières minutes, comme ce week-end. Ça peut paraître inquiétant, mais en Bavière, au contraire, on voit ça comme un signe de force. Voilà, moi j'ai du mal à me positionner entre ces deux sons de cloche. Un peu d'inquiétude, parce que c'est quand même pas brillant ce qu'il propose, et à la fois, cette espèce de certitude de sa force, parce que c'est ce qui a toujours fait la qualité de ce club depuis si longtemps. Voilà, donc le retour du règne du football moche. Le football, gagner difficilement, gagner 2-1. Il faut décoder ce que vient de dire David. Ces gens sont tellement blasés, saturés de victoires, blasés de trophées, qu'ils sont contents de gagner de justesse. De perdre. Voilà, c'est ça. Voilà, ils aiment bien avoir l'impression de perdre pour gagner à la fin. Ouais. Que Dieu nous donne ce genre de problème. Oui, mais en vérité, c'est vrai que c'est le meilleur sentiment dans le football. C'est vrai, ce sentiment-là du but de la dernière seconde, c'est le meilleur. La vérité, il y a un génie italien qui en a fait une déclaration d'amour. Il a écrit sur des murs de la fenêtre de sa femme, « Tu es belle comme un but à la 91e minute ». C'est ça. Voilà, en cette journée de Saint-Valentin, je pense que c'est très à propos. Tu devrais enlever les cartons. Et ça sera... Voilà, non, pas pour ça, non, pas parce que ça c'est très joli ce qu'il vient de dire. Ce sera aussi belle qu'une victoire. Tu es en train de regarder les cartons. Non mais c'est magnifique. Ça sera aussi belle, si tu écoutais Julie,
qu'une victoire 5-0 du Barça au match retour face au Paris Saint-Germain. Revenons donc au cas du Bayern de Munich. Effectivement, on parlait beaucoup du gourou Guardiola, un football un peu dogmatique. Même les Allemands disaient que ça avait une influence négative sur la Nationalmannschaft, sur la sélection allemande. Là, avec l'arrivée d'un Italien et de Carlo Ancelotti, l'équipe du Bayern semble un peu plus allemande qu'auparavant. Rien du tout. Déjà, je trouve incroyable. Enfin, j'ai écouté David religieusement, parce que c'est toujours frappé du saut du bon sens. Mais moi qui vois très souvent jouer Bayern, parce que j'aime beaucoup cette équipe, très honnêtement, c'est pas laborieux. C'est peut-être moins flamboyant et moins handballien qu'à l'époque de Guardiola. Mais c'est à l'image de ce que proposait Carlo Ancelotti dans le club où ils sont passés. C'est plus direct, mais c'est tout aussi efficace. Ils sont premiers avec 7 points d'avance. Qu'est-ce qu'on demande? Comment est-ce qu'on peut reprocher à une équipe de jouer de manière dogmatique, comme tu dis si bien, et de gagner, et par la suite le reprocher de jouer différemment, mais de gagner quand même? C'est là où je rejoins aujourd'hui. Quel est le but de tout ça? Qu'est-ce qu'on recherche? Ils font le job, ils sont très bien. Je ne les vois pas aujourd'hui se faire éliminer contre Arsenal. Je pense qu'ils vont passer. Ils vont continuer à être aussi efficaces qu'ils l'ont toujours été sur ces 5, 6, 7, 8 dernières années. Même si... comment s'appelle l'entraîneur là derrière avec qui ils ont tout gagné? Jupp Heynckes. Voilà, c'est là où ils ont été sur le toit de l'Europe. Mais sinon, ça reste le Bayern qu'on connaît depuis maintenant. Même si pour le Bayern, tout comme pour le Paris Saint-Germain, une saison, ça ne se juge pas sur un titre national. C'est plutôt en Ligue des Champions. Ça peut se juger sur une élimination en 8e. Ah, c'est sûr. Julie? Il y a un côté... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, il y a un côté un peu enfant gâté, moi, je trouve, dans ce Bayern-là qui est là. On veut jouer différemment, mais on veut garder les vertus allemandes, on veut marquer à la 91e minute, mais on veut que la Mannschaft joue comme dans les années 70. Mais elle perdait avant qu'on change de style avec Joachim Löw et Klinsmann qui ont vraiment remodelé l'ADN de cette équipe. Mais on veut gagner les Coupes du Monde, mais on veut gagner avec des buts de Roubaix. Non, il faut savoir ce qu'on veut, effectivement. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais globalement, maintenant, cette espèce d'enfant, cette attitude un peu capricieuse en version Ligue des Champions, c'est on veut la gagner, on veut la gagner, mais... L'essentiel, c'est d'être dans le dernier carré tout le temps, effectivement. Après, tu tombes sur un Messi en état de grâce, comme ça a été le cas, ils sortent. Ça peut passer cette année, ça peut passer l'année prochaine. L'essentiel, c'est d'être là. Et très souvent, ce qui a fait la différence pour la victoire finale, comme ça a été le cas en 2012 contre le Dortmund, c'est juste de tomber sur ces équipes qui sont un peu au-dessus du lot, qui sont les équipes espagnoles, qui sont un peu au-dessus du lot à cause de talents individuels que tout simplement ils n'ont pas aujourd'hui en Allemagne et qu'ils auront peut-être demain. Moi, je trouve ça un peu dur, en effet, de dire ça a diminué les qualités de la Mannschaft, par exemple. Alors, je trouve que c'est pas le cas. À l'inverse, ça l'a plutôt... champion du monde, les gars. Ça l'a effectivement plutôt... 7-0. C'est Jalel qui disait ça, mais j'ai pas envie de le pointer du doigt vu qu'il va me remettre un carton. Mais effectivement, ça l'a plutôt aidé à grandir. En revanche, moi, je peux comprendre que les Allemands, en regardant, soient par exemple gênés que le joueur du Bayern aujourd'hui ait besoin, donc de moins en moins sous Ancelotti, mais ait besoin forcément d'entrer dans le but pour marquer le but. Moi, je comprends que la grosse patate de loin, ça leur manque. Parce que moi, par exemple, quand je regarde un match de football, ça me manque si c'est pas le cas. Donc c'est quelque chose. De loin, ils en mettent. Vidal met des patates de loin. Robben, on vient de voir sous Guardiola. Sous Guardiola, non. Oui, mais sauf que sous Guardiola, c'était strictement interdit. Voilà, mais bon, sauf que c'est fini, mais que la transition a du mal à se faire et que cette année, en ce moment, c'est la transition. Ce football un peu frustre a été enterré par la défaite contre Risto Stoichkov et ses copains en Coupe du Monde 94, où ils ont vraiment remis en cause leur modèle, qui était très physique et effectivement. Tout le foot mondial des années 2000 s'est tourné vers plus de technique. C'est des balanciers, ça peut revenir demain. Aujourd'hui, on constate que le foot de passe et de possession, peut-être, arrive effectivement à une fin de cycle. Et demain, on va retrouver les patates de Roubaix et de Klaus Augenthaler avec le même plaisir. Oui, ça nous a manqué. Avant de se quitter, il reste 1 minute 30, les amis. Un réveil d'Arsenal est-il possible face à l'équipe du Bayern de Munich? Non, je ne sais pas. Moi, cette équipe me déprime un petit peu. J'ai l'impression qu'ils sont très contents de sortir des poules, que c'est une entreprise qui ronronne, voilà, qualifiée en Ligue des Champions, sortir des poules, engranger des bénéfices. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça ronronne. Peut-être que je vais me tromper, mais c'est comme ça que je le sonne. C'est une équipe qui est très bizarre. C'est une équipe qui, quand elle perd, tu vois les mouchoirs qui sortent et des banderoles. Wenger en a assez. Et vraiment, le lendemain, tu as une déclaration pour dire que Wenger a reçu une nouvelle proposition. Non, mais c'est fini cette année. Donc, c'est une équipe qui
Il vaut mieux le Bayern. Moi, je dirais qu'il vaut mieux le Bayern parce que cette équipe d'Arsenal est incompréhensible. Effectivement, comme il dit, ça ronronne, il gagne de l'argent. Wenger reconduit. Je pense qu'il sera là jusqu'à ses 102 ans. Et puis voilà, et ça dérange personne apparemment. Un réveil est-il possible, Julie? Oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui, parce que je crois justement que la fin de Wenger, ça peut décrocher quelque chose dans leur mentalité de loser qui existe jusque-là. Sérieusement, c'est sorti même pas une semaine, les gros titres. Non, apparemment, c'est quand même la fin. Non, prolongation de contrat, tous les cas, j'en sais rien, mais Ça va être Simeone. je pense que vraiment, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Et je pense que cette équipe est capable de fournir un match absolument incroyable et qu'elle a vraiment pas un effectif pourri, loin de là. Il y a des super joueurs dans cette équipe d'Arsenal. Il y a juste une très mauvaise. Non, mais sérieusement, tu as des super joueurs. Arsenal. Moi, je conseille. Tu n'as pas que Alexis Sanchez. Je conseille vraiment la lecture pour tous les fans d'Arsenal ou de foot anglais ou qui s'intéressent au foot européen, de l'interview du président d'Arsenal qui a dit les titres sont surcotés. Je vous assure, c'est très intéressant. Si j'avais été supporter d'Arsenal, je crois que j'aurais pris le maquis. Les titres sont surcotés, ça coûte de l'argent, ça n'apporte pas grand-chose. Il vaut mieux être 3e, 4e. Et voilà, et c'est plus intéressant en termes de prime. J'espère qu'il va me faire mentir. Il n'a pas tort de ce président. C'est lui qui l'a dit. 3e, 4e, avec 20 victoires, toutes acquises à la 91e minute, comme la plus belle femme du monde. Bah, ça fait du bonheur aussi. Hein. Et surtout que le projet, c'est des Américains qui détiennent Arsenal. C'était d'abord un projet économique. Quand ils ont lâché Highbury et quand ils ont construit le nouveau stade avec le stade Emirates Stadium qui permet aujourd'hui à Arsenal d'être en tout cas l'un des clubs les plus solvables en Europe. Oui, je pense qu'un réveil est possible et le réveil d'Arsenal, ça serait peut-être le réveil aussi d'un joueur allemand d'Arsenal, Mesut Özil, qui a disparu ces dernières semaines et que Arsène Wenger espère se retrouver pour ce match. Merci beaucoup, Julie. Merci, Reda. Merci, Amine. Merci à toute l'équipe technique du club. On va se retrouver, nous, bien entendu, la semaine prochaine pour une soirée, encore une de Ligue des Champions un peu moins sonnante que celle-ci, j'espère. Ciao.